est installé. Gods of Egypt est un film australo-américain sorti en 2016 et réalisé par Alex Proyas. C'est une sorte de conte mythologique et grand spectacle qui nous montre un monde où les dieux égyptiens vivent avec les mortels et les gouvernent. Et Gods of Egypt, c'est pas bon. Ce sont des choses qui arrivent. Le film raconte l'histoire de Bek, un voyou au grand cœur pas du tout calqué sur Aladdin, qui va assister au couronnement du dieu Horus, qui succède à son père Osiris en tant que roi d'Égypte. Sauf que le dieu Seth, d'un naturel pas tout à fait jojo, émerge du désert, dit des trucs cinglants, tue Osiris, se bat contre Horus, c'est super moche, arrache les yeux de Horus et s'empare de la couronne, This is Madness, tout ça. Un an plus tard, Léonide Seth a imposé un régime de terreur, Horus boude en exil, la copine de Bek se fait mortellement blesser par un connard d'architecte obséquieux à la botte de Seth, mais t'inquiète pas, refuse ses wells, je te kiffe quand même. Du coup, Bek va retrouver Horus, lui restitue un de ses yeux qu'il a volé et passe un marché avec lui. Si Horus trouve un moyen de ramener sa copine du royaume des morts, Bek l'aidera à se venger de Seth et à effacer ce film de sa page Wikipédia. Et bon, je vous ferai bien une alerte spoiler, hein, mais ça se termine exactement comme vous l'imaginez. Bif, paf, Seth est vaincu, Horus apprend la valeur de la vie humaine et du sacrifice, hurrah, amour, CGI, couronnement, fin. Et petite question, c'est quoi pour vous le dernier vrai grand nanar ? Je veux dire, un film qui est tellement involontairement mauvais qu'il en devient involontairement drôle, un nanar quoi. C'est quoi le dernier vrai nanar d'ampleur qui est sorti ? Non, parce que si je vous parle de ce film, c'est parce que jusqu'à récemment, j'étais persuadé que Gods of Egypt était le dernier vrai nanar grand public. Au-delà des comédiens en roue libre et du scénario troué d'incohérences, hein, bon, rien de surprenant à ce niveau-là, c'est un film au mauvais goût visuel, fascinant, c'est ahurissante dégueulasserie numérique balancée telle quelle, sans filet, sans tri, sans rien. Ah mais à ce niveau-là, oui, c'est un film généreux, je vais pas dire le contraire, et... Mec, je suis tellement désolé pour toi. Bon allez, c'est bon, enlevez-les. Qu'un film qui croule autant sous le pognon soit capable de te sortir ce genre d'effet finalisé en mode « oui, tout est normal », ou ait besoin de recycler l'exact même plan de foule au début et à la fin qui se passe plus d'un an plus tard, je le rappelle, c'est une énigme, sérieux. Sans déconner, vous allez me dire que ce jour-là, avec cette foule, vous avez pas pu tourner plus de 3 secondes exploitables ? Sans déconner ? Et pour se marrer, voici les interviews du cast où tout le monde se tortille dans tous les sens pour réussir à dire des trucs tout en restant poli. And in a humor, actually, that you maybe wouldn't expect. I find when I watch these kind of films, I just completely relax and get entertained for 2 hours. When I saw it, there was just some images in this movie that just blows you away. Ceci est un film. Pourtant, l'ironie, c'est que les concept art qui ont été utilisés pour préparer le film, ils sont beaux. C'est comme Alice de Tim Burton, en fait. Sur le papier, ça envoie plutôt pas mal, mais transposer ça sur écran avec des technologies numériques, c'est pas le même grain, pas les mêmes enjeux, pas le même rapport au réalisme, pas le même support, et c'est très moche, quoi. Alors sincèrement, on ne peut enlever ni au film, ni à son réalisateur qu'ils sont originaux. Né en Égypte, au passage, Alex Proyas, il a une imagination qui déborde. Je rappelle qu'à la base, Alex Proyas, c'est un réalisateur inventif, hein, d'aucuns diraient visionnaire. The Crow et Dark City, c'est quand même lui, c'est pas le CV le plus honteux. Et cette envie profonde de cinéma chez Proyas, ces idées qui fusent, elles traversent toute sa filmographie. Même et surtout ses courts-métrages, qui sont forcément moins chers et donc plus libres, depuis ses essais étudiants jusqu'au récent Phobos, qu'il a réalisé en 2019. Ou même, prenez ce qu'il propose sur sa chaîne YouTube super étrange, Mystery Clock Cinéma. Allez jeter un œil, c'est particulier. As storytellers, we don't give up. Non mais j'ai un meilleur son qu'Alex Proyas, ça n'a aucun sens. Alors, on aime ou on n'aime pas, hein, je conçois qu'on puisse y trouver un côté un petit peu arty prout-prout, mais on sent une soif constante d'expérimenter, de proposer des choses qui vont te secouer, te faire voyager. Et ça, ça fait plaisir. Avec des inspirations qui au passage butinent du côté de David Lynch et Chris Marker, et ça, ça fait aussi bien plaisir. Et puis, on a Gods of Egypt. Mais mine de rien, ce que propose ce film, cette sorte de mix décomplexé entre la mythologie égyptienne, les chevaliers du zodiaque et tout ce mauvais goût halluciné, faut avouer qu'on le trouve pas à tous les coins de rue. Et c'est là que j'ai envie de dire, l'originalité, est-ce que c'est forcément toujours une bonne chose ? We live in an age where the original is no longer valued. It is looked at with suspicion, scorned, often derided. Are we facing the death of storytelling? Je sais pas.
En plus, Gods of Egypt est un film à gros budget qui n'est ni une adaptation, ni un remake, ni une partie d'une franchise déjà existante, et ça, C'est rare, hein? trop rare. Et d'ailleurs, la tôle que s'est pris le film au box-office en 2016, pour un budget quand même de 140 millions de dollars, c'est pas rien, a bien conforté les studios dans le fait de prendre de moins en moins de risques à ce niveau. Et des échecs quand même qui en arrangent bien certains. Mais une imagination qui déborde, ben faut la canaliser. C'est ce qui te permet par exemple de dire non quand on te propose ce genre de rendu pour représenter Ra, le dieu solaire. Voilà. Voilà, oui. Ouais. Ah, et au passage, le dieu Ra, dont le rôle est de chasser le dieu Apophis, l'incarnation du chaos, avec son bazooka. Ah ça on le voit pas tous les jours, hein, je confirme. Merci film. Non mais voilà, quand tu cites carrément Sacré Graal dans ton film, est-ce qu'on peut dire que tu te prends vraiment au sérieux? Bon, apparemment oui. Si l'on en croit le post Facebook Vengeur que Proyas a posté juste après la sortie du film, où il défonçait les journalistes qu'il jugeait trop stupides pour apprécier son œuvre à sa juste valeur. Et fierté ou myopie, le mystère demeure. Bon, à sa décharge, là il parle surtout de la réception de ses films et du manque d'ouverture d'esprit en général, ce sur quoi on peut pas lui donner tout à fait tort. Mais bref, pour Gods of Egypt, tous les critères du nanar ont l'air d'être là. Un film pas bon mais improbablement divertissant, un réalisateur convaincu qu'il a accouché de quelque chose de bien, ok, check. Mais au-delà du premier visionnage où je m'étais vraiment marré, en le revoyant, je vous avoue que je me suis emmerdé. Oh merde! Oh, c'est con ça! Venant d'un nanar, c'est décevant. Venant d'un film d'aventure, c'est décevant. Venant d'Alex Proyas particulièrement, c'est décevant. Parce que le fait qu'il soit à la barre, même s'il s'est clairement fait complètement bouffer par la machinerie hollywoodienne, ça rend d'autant plus incompréhensible que dans Gods of Egypt, niveau mise en scène, niveau langage visuel, alors que c'est pourtant le point fort de Proyas, il n'y a rien. Mais je vais y revenir. Si je ne suis pas mort d'un AVC d'ici là. Et plus je regardais le film, la fille est si fragile. Et plus je regardais le film en nageant la brasse coulée dans mon désarroi, plus je me suis mis à repenser à la momie. Et non, pas la version avec Tom Cruise, et non, ce film n'est d'ailleurs pas si horrible que ça. Non, la version de 99, celle réalisée par Stephen Sommers. Faut qu'on parle. Vous voyez ce plan? Bah voilà, c'est pour ça que j'adore La Momie. La Momie, c'est le meilleur film d'aventure des 25 dernières années. Voilà. Hi, I'm Stephen Sommers, the writer-director of The Mummy. Même quand je dirige un film, je trouve toujours le temps le matin pour ma lotion pétrolane. Stephen Sommers, le réalisateur, à ce moment-là, c'était un bon artisan qui en était à son 5e film. Avec La Momie, il a eu un moment de grâce incroyable. Et après, patatras, et La Momie 2 sauve laborieusement les meubles. Sorry. Et après, à partir de Van Helsing, j'ai lâché l'affaire. Ne me faites pas parler de ce film, s'il vous plaît, ça va faire grimper ma tension. Je vais faire vite. La Momie raconte comment un aventurier, une égyptologue et son frère relou vont partir en quête d'Amun-Aptra, la cité des morts, suivis de près par une bande de chasseurs de trésors américains sans foi ni loi. Là-bas, ils vont malencontreusement réveiller Imhotep, un grand prêtre de l'Égypte antique qui a été maudit pour avoir eu une liaison avec la favorite du pharaon, Anxunamun, que bizarrement en anglais, tout le monde appelle Ananxunamun. J'ai jamais compris pourquoi. Et Imhotep, il est pas content. Ça vaut la coupe, hein. Et du coup, boum, aventure rocambolesque, voilà. Alors, La Momie rend clairement hommage au cinéma de papa, hein, bien sûr, les récits pulp, les films d'aventure exotiques des années 30-40, mais ça n'empêche pas qu'au niveau visuel, ça a été un pionnier. Les technologies avaient atteint des performances inédites, notamment sur les maquillages numériques, et oui, ça a aussi vieilli. Beaucoup. Les textures de La Momie ont souvent l'air assez mal intégrées, beaucoup plus nettes et lisses que le rendu de la pellicule autour. Et si on veut se marrer, il suffit de zoomer dans ce genre de plan d'ensemble. Allons par la sacristie. Mais ça là, c'est un des meilleurs effets numériques de l'histoire du cinéma. Il est à la frontière idéale entre l'abstraction et le réalisme, ce qui lui donne un côté intemporel. Et je suis sûr que là, bon, il y a 200 artistes VFX qui vont m'expliquer que les grains de sable ne bougent pas comme il faut, mais je suis désolé, ça défonce. Mais je digresse. Non, ça va. Bon, le film a aussi ses défauts. Un peu lourdeau, parfois. Et ses influences sont assez évidentes. Forcément, Sommers a bien révisé son Spielberg, il a bien révisé son Indiana Jones. Cet amour des plans léchés, ce ton léger qui sait être creepy quand il faut. Et du copier-coller, parfois.
Attendez, on me fait signe dans l'oreille que... Ah non, pardon, hommage, c'est un hommage. Mais malgré tout, ce film possède quelque chose de rare. Une identité bien à lui. À quoi est-ce que c'est dû, en fait? L'alchimie entre les acteurs, les traits d'esprit qui fusent, l'action ultra fun? Ouais, oui, bien sûr, tout ça. Mais surtout, la mise en scène, la chorégraphie des plans. Et là, on arrive sur une influence dont on parle un petit peu moins. Ce plan, c'est du Buster Keaton, pur jus. Buster Keaton, je le rappelle, c'est le plus grand clown cascadeur de l'histoire du cinéma, celui dont Jackie Chan a chanté les louanges tout au long de sa carrière. Et dont on retrouve l'influence chez tout un tas de gens cool, comme Edgar Wright par exemple. You're outside? This guy here? You know what? He just left. Prenez ce plan de Scott Pilgrim, c'est un clin d'œil direct à ce plan de The Goat qui date de 1921. Et avant de vous ruer sur votre clavier pour écrire « Oui, mais Charlie Chaplin et Harold Lloyd quand même !» Je parle de clown cascadeur, cascadeur. Parce que oui, en termes de cascade, et je parle de cascade pure, et de leur mise en scène, Keaton est à 100 coudées au-dessus de n'importe qui d'autre. Il n'y a même pas de débat, en fait. Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Ces films continuent encore aujourd'hui à nous filer une leçon limpide et excusez-moi, mais chaque putain de fois ça me tue. Comment ils ont fait ça? Bref, cette leçon, elle tient en un seul mot. L'épure. C'est simple, quand un truc qui défonce se passe réellement devant la caméra, tu le montres au naturel, sans 12 000 coupes. Point. Avec un cadrage simple, bien pensé, bien foutu, pour servir l'extraordinaire. Ce plan mythique là, vous le connaissez sûrement. Il est issu de Steamboat Bill Jr., un des faits d'armes les plus cultes de Keaton. Et ce plan donc, vous croyez qu'il aurait le même impact si on l'entrecoupait avec des gros plans sur la tronche de Keaton, sur la facette qui se décolle ou sur la fenêtre qui lui frôle la tête? Non, bien sûr que non. Il est simple, pur et définitif. Ne pas couper, c'est ne pas tricher. Et comprenez-moi bien, le cinéma, c'est de la triche, oui. Mais si tu veux immerger un spectateur dans tel ou tel moment, ne pas couper, ça renforce la sensation de réalisme, ça renforce la croyance en ce qu'on voit. Parce que la coupe, ça te permet de t'échapper. Tu fais ce que tu veux avec une coupe. C'est paradoxal en fait, parce qu'aujourd'hui, les films à grand spectacle sont bourrés de plans séquences hypertrophiés numériquement, mais qui n'ont souvent pas grand chose de marquant. Tout est possible, donc il n'y a plus vraiment d'enjeu. L'extraordinaire est devenu banal. Mais là, sur ce genre de film, la leçon encore une fois, elle est simple. Si tu crois en ce que tu filmes et si tu crois en ton cadrage, tu fais confiance à ton plan. Tu le laisses respirer et tu le laisses se déployer. Et tu le charcutes pas. Et ce que la momie a retiré de Buster Keaton, c'est cet amour profond du plan. Mais regardez plutôt cette séquence. John, le frangin relou, se fait attaquer par un scarabée sous stéroïdes qui lui est rentré sous la peau. Ce plan est quasi fixe et il montre 3 actions. L'extraction du scarabée, le scarabée qui se reprend, puis O'Connell qui le shoot. Juste avec un petit jeu de mise au point et un léger mouvement ascendant de caméra. C'est tout, c'est simple. Sommers a confiance en ses plans. Confiance en leur chorégraphie, confiance dans la performance des acteurs, confiance en leur rythme. Tout est orchestré au poil de cul. You get the picture. Ce plan, il aurait été fait en environ, 7 plans par quasiment n'importe quel autre film. Aujourd'hui, on te montrerait un plan sur le vol du scarabée, un plan sur sa chute, un plan sur O'Connell et les autres qui sont inquiets, un insert sur le flingue, le scarabée qui attaque, le tir, l'impact. Autre exemple. Ça, c'est la séquence qui introduit le héros, Rick O'Connell. You just got promoted. Prenez votre position! En un seul plan ingénieux et tout simple, avec un simple travelling, on établit 3 choses importantes. Le lâche qui se barre, la complicité entre ces 2 mecs, et le héros qui montre de quoi il est fait en assumant ses responsabilités. Et tout faire en un seul plan, c'est pas un caprice, c'est de l'immersion. Les mouvements de caméra de Steven Sommers ne sont pas ultra compliqués, loin de là, mais ils comprennent ce dont a besoin le récit. Ils comprennent les pulsations des scènes, en gardant un côté toujours surprenant. Ça t'emmène toujours quelque part. Et ça, faut quand même le chorégraphier, avoir un timing précis, s'assurer que le mec chevauche exactement entre les 2 têtes dans le fond, etc. C'est beaucoup moins évident que ça en a l'air. Ce plan, il aurait été fait en je sais pas combien de plans, par quasiment n'importe quel autre film. Et ça, si je le répète, c'est parce que je me le suis dit environ toutes les 30 secondes devant la momie.
Bordel, ça c'est vraiment impressionnant, parce que tu vois que c'est vraiment Brendan Fraser, et même avec un harnais, là, bah tu te blesses, quoi. Ces plans, quasiment n'importe quel autre film les surdécouperait dans tous les sens. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. Tout simplement. Et ça se comprend, hein, c'est plus pratique de filmer une scène sous toutes les coutures, qui illustre tout platement mais exhaustivement, généralement avec plan d'ensemble, plan moyen, gros plan, le truc classique quoi. Du coup ça te permet d'avoir tout un tas de petits bouts de scène et de cacher les défauts dans les prises. Et t'auras toujours assez de matière pour faire un truc dynamique et correct au montage. Correct, mais sans personnalité. Le truc, c'est qu'un type de mise en scène à la Mommy, à la Buster Keaton ou que sais-je, ça demande... Bon, déjà ça demande de la physicalité. Et la physicalité des acteurs, c'est pas juste faire de la muscu intensive pendant 4 mois. Ok. C'est faire corps avec la mise en scène, comprendre ce dont elle a besoin. C'est notamment avoir un sens du burlesque qui ne vire pas dans le n'importe quoi. Et banco. C'est un dosage beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. Par exemple, c'est ce sens de la physicalité qui rend cette chute nulle absolument parfaite. C'est ce sens de la physicalité qui fait que Brendan Fraser arrive à te vendre ce genre de moment, qui est pourtant totalement casse-gueule, parce que je rappelle que pendant la prise, là, bah, il danse tout seul, le gars. Tout ça bien géré, c'est intemporel. Un corps, une caméra. C'est ce qui fait qu'un film de Buster Keaton restera toujours aussi impressionnant, même dans 200 ans. C'est ce qui fait que ça sera toujours plus marquant que n'importe quelle scène de baston lambda, dopée au numérique. Encore une fois. Mon Dieu, ça fait du bien. D'ailleurs, c'est marrant parce que la Mommy a tellement conscience de ça que le film devient un festival d'impact en tout genre. Ok, eux par contre, je pense qu'ils sont vraiment morts. Mais un type de mise en scène à la Mommy, ça demande aussi et surtout du temps. Ça demande de la mise en place, ça demande une chorégraphie, de la précision, ça demande un risque accru de se louper. Comme dirait Jackie Chan en parlant de ses prouesses démentielles, ça demande pas d'être forcément meilleur, en fait. Ça demande surtout d'être patient. Avoir la patience infinie des 60 prises ratées qui vont mener à la bonne. Sauf que chaque seconde passée sur ce type de production, bah c'est de l'argent. C'est beaucoup d'argent. Alors déjà, de base, faire un film, ça a toujours été une course contre la montre pour un réalisateur, avec le couteau du pognon sous la gorge. Mais là, en plus, ces 15 dernières années, dans une industrie qui devient de plus en plus une industrie, où les risques sont limités au maximum, où le rendement est optimisé, où tout devient un marché de niche, où tout est récupéré même au 18e degré, ce qui rend d'ailleurs de plus en plus difficile de tomber sur des vrais nanars et pas sur ce genre de merde cynique. Une industrie où il faut produire de plus en plus rapidement du contenu, hein, je dis bien du contenu, c'est pas innocent comme mot, du contenu qui alimente des algorithmes, du contenu pour gaver les contenants que nous sommes. Si vous rencontrez Scorsese, vous allez lui dire quoi? Il est super ton contenu? Eh ben prendre le temps, prendre cette liberté d'essayer, c'est de plus en plus tendu. We are in serious trouble. Et sincèrement, puisqu'on parle de nanar, en fait je sais même pas si c'est vraiment possible encore dans cette industrie de faire un nanar. Un vrai nanar grand public, j'entends. Un film qui essaie de proposer des trucs mais qui se crache en beauté. Et pour se cracher en beauté, il faut des ambitions qui ne sont pas lissées par le système, mais qui au contraire trouvent un moyen bizarre de s'exprimer et s'effondrent. Le nanar, ça a un côté anomalie, ça sort du lot. Lâchez-moi! Lâchez-moi! C'est pour ça que les nanars grand public sont finalement plutôt rares. Plus il y a de pognon impliqué, plus les aspérités sont lissées, forcément. Et Gods of Egypt, comme on l'a dit, il a presque tout pour entrer dans cette catégorie. Sauf qu'au-delà de son mauvais goût, bah il est lisse. En fait, il est trop normal. C'est quand même bizarre à dire ça. Trop normal. Le film est divertissant, hein, je dis pas le contraire. Son humour fonctionne même parfois au premier degré. Gerard Butler et Nikolai Coster-Waldau ont l'air de plutôt se fendre la poire. Did I really just do that? That's so insane. Son look est assez improbable pour arracher des sourires. Well, that didn't go according to plan. Mais en fait, il est pas pire niveau mise en scène et scénario que beaucoup de films à grand spectacle qui sortent depuis 15 ans. C'est juste qu'avec ce genre de truc, bah ouais, tu tends vraiment le bâton pour te faire battre. D'où Jésus. Du coup, en revoyant Gods of Egypt, je me suis demandé, en fait, qu'est-ce qu'il y a à dire d'un film comme ça? À part enfoncer des portes ouvertes en disant que les VFX sont ratés, que le scénar est bancal et cliché, ou bien relancer la controverse sur le whitewashing du casting, qu'est-ce qu'il y a à dire de Gods of Egypt quand on veut parler de cinéma? Quand on veut parler de mise en scène? Bah justement, tout ce qu'on vient de dire. À savoir, il y en a pas. Quasiment pas. Alors, qu'on se comprenne, c'est propre, hein? Prends plutôt Monsieur Propre, il est suractivé. Suractivé. Les problèmes visuels les plus énormes, ici, ils viennent de certains effets spéciaux. Mais sinon, bah, y a de bons techniciens derrière la caméra, des vrais professionnels, des gens qui savent faire un cadre qui tient la route. Sincèrement, le savoir-faire technique général dans le monde du cinéma n'a sûrement été jamais aussi grand qu'aujourd'hui. Et ça fait le job, ouais. Prenez ce plan. Les héros qui arrivent en vue de cette pyramide où le Sphinx va leur soumettre une énigme et où on s'en fout. Ce plan est beau, ouais.
il a de la gueule, c'est un très joli fond d'écran. Et pour une fois, les incrustations numériques du film sont pas loupées. Mon Dieu, ça, je m'en remets pas. Ça, c'est le genre de plan que vous avez déjà vu dans des centaines d'autres films quasiment tels quels. Et dans le contexte d'un film qui a du souffle, ouais, c'est puissant. Dans le contexte d'un film comme Gods of Egypt et tant d'autres, ça fait le job. Il y a quand même beaucoup de choses aujourd'hui qui font le job, vous trouvez pas? Et je sais pas pour vous, mais personnellement, quand je vais au cinéma, c'est pas pour voir un film qui fait le job. Faire le job, c'est comme dire ouais, il est sympathique. L'idée avec un film qui prétend proposer une expérience visuelle, c'est pas juste de recracher la grammaire filmique de base. C'est utiliser un art visuel pour raconter visuellement quelque chose. Bon, prenons un exemple, la discussion qui arrive juste après ce plan. It's too dangerous to cross the plain. We'll wait for darkness. But we're running out of time. I say we cross now. And I say we wait. Voilà. Là, visuellement, tout est compréhensible. Hein. T'es pas paumé, tu peux dire ce qui vient de se passer. Mais niveau mise en scène, y a rien. Niveau montage, y a rien. Tout est mécanique, illustratif, plat. Ça se résume à une formule. Un plan, une action. Ou un plan, une réplique, en l'occurrence. Point barre. Pas un seul mot hors champ, pas un seul échange sur un même plan. Aucune richesse de cadrage. C'est un simple bout à bout. Et ça, c'est pareil tout le film. Alors les scènes de baston, n'en parlons même pas, c'est du charcutage épileptique en règle, avec des mouvements de caméra qui se veulent cool, mais sont incapables de mettre en valeur le moindre mouvement. Sans rire, vous y avez cru à cet impact? La caméra, c'est notre œil. Et filmer comme ça, et surtout monter comme ça, c'est comme assister à une discussion comme ça. En même temps, on comprend pas tout. On finit pas. Mais c'est vrai. C'est comme les phrases. Hein. Qui fait ça? Et même une seule action, faut qu'il assure des coupes, c'est dingue. Sur le plan large, on est apparemment trop neuneux pour remarquer que Beck a une réaction, donc faut faire un gros plan bien évident sur lui, puis revenir au large. Pourquoi couper autant? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est une question qu'on se pose quasiment plus. Tu peux pas laisser une discussion simplement se dérouler? Laisser respirer ta séquence? Alors, je sais que ça va paraître complètement dingue sur une plateforme où on coupe 14 fois par phrase, mais attention. Couper, ça doit avoir du sens. Ça, c'est le moment où les héros viennent demander l'aide de Thoth, le dieu de la sagesse, qui est incarné par le regretté Chadwick Boseman. Thoth s'est créé une sorte d'armée de clones serviteurs, parce qu'il n'a confiance qu'en lui. Alors, je suis preneur, l'idée est plutôt marrante, donc pourquoi pas? Au moins c'est pas un truc que j'ai vu dans 12 000 autres films. On peut pas nier qu'il y a une sorte quand même d'imagination visuelle qui est intéressante. Et comme Thoth est réticent, Beck essaie de l'entourlouper en titillant son ego. Then I asked the God of Wisdom to come, but he was afraid he'd get the answer wrong. This is the cleverest strategy you could devise? How vain do you think I am? Yes, well. Fine. Il aura donc fallu 5 plans pour faire ce gag sur la vanité du mec. 5 plans. Pourquoi couper autant? Ça me tue. Vous pensez que le spectateur n'a pas compris qu'ils étaient entourés par ces clones? Ok, donc plan large. Non? Toujours pas? Allez, un plan sur les clones gênés. Allez, si vous aviez un doute sur le fait que c'est le moment où il faut rire, voici la tête de Beck gêné aussi. Ils sont gênés, vous comprenez? Et enfin, un retour sur Thoth qui dit « Fine ». Cette scène, c'est comme quelqu'un qui te hurle sa blague 5 fois de suite à bout portant. Alors qu'il aurait suffi à la rigueur de rester sur ce plan large et ça aurait parfaitement fonctionné. How vain do you think I am? Yes, well. Fine. Voilà. Pour comparaison, regardez ce moment dans La Momie. Dans sa cabine sur le bateau qui la rapproche de la cité d'Amunaptra, Evie est distraite parce qu'elle repense à son baiser avec Rick O'Connell. 1865 with... Est-ce que vous croyez que ce gag aurait été plus drôle avec un gros plan sur le vêtement qui tombe? Et un gros plan sur le visage d'Evie qui fait « Oh là là !» Non, non, bien sûr que non. Un plan et un détail à sa place qui te prend pas pour un con. Alors si je compare La Momie et Gods of Egypt, c'est pas juste pour tirer sur l'ambulance, hein, c'est... pas que... C'est aussi parce que sur l'exact même créneau, à savoir l'aventure grand public, surnaturelle et ensablée, ils incarnent deux conceptions diamétralement opposées du cinéma. Un cinéma en pilotage automatique et un cinéma qui a confiance en ce qu'il fait. Un cinéma qui illustre bêtement et un cinéma qui te fait vivre les choses. Donc qu'on arrête de dire « Oui, non mais c'est bon, c'est pas prise de tête, c'est du divertissement, faut arrêter d'y chercher des trucs chiadés », bah non, voilà, La Momie en est l'exemple parfait. C'est fun et un minimum ambitieux. Et oui, je sais aussi qu'à l'inverse, Gods of Egypt est un exemple un peu extrême. Mais il capte clairement un air du temps. Sincèrement, si je vous demande de me citer des films qui ont de la gueule, mais qui laissent complètement indifférent, vous allez avoir plein d'exemples, forcément. Et c'est de ça que je parle. Un cinéma, en fait, de bons techniciens qui sont privés d'une vraie vision.
et surtout qui sont poussés au cul par des impératifs de rendement qui n'ont plus aucun sens. Putain, mais Proyas, il était où? Ok, reprenons ce plan. Dites-moi, lequel pour vous est le plus marquant? Celui-là ou ce plan dans La Momie, quand O'Connell va chercher un vieux pote aviateur british excentrique au milieu de nulle part? Bah, pour moi, celui de La Momie, alors qu'il est beaucoup moins bourré d'effets flashy. Déjà, bon Dieu, bah il est beau, ça pourrait être une photo parfaite. Le plan de Gods of Egypt, il est beau aussi, mais une image simplement jolie, aujourd'hui, ça n'a plus aucun enjeu. Si le plan de La Momie m'enthousiasme à ce point, c'est surtout parce qu'il raconte quelque chose. Tout y est. Les contrastes visuels, l'homme et les éléments, le panache, l'arrogance colonialiste, le ridicule discret, la composition qui fait ressortir le dérisoire stoïque du mec, juste en l'isolant dans un coin. Du pur langage visuel. Les effets de La Momie ont impressionné tout le monde à l'époque, mais ce qu'on retient, c'est ce feeling du film. Presque à chaque plan, t'as une idée et un truc qui y répond. Ça c'est du cinoche, ça va quelque part. L'image a un sens. Littéralement. Sauf que dès la suite du film, 2 ans plus tard, ben tout ça se perd déjà. Ah mais quand je vous dis que Sommers a une fulgurance avec le premier, direct dans l'introduction, regardez le premier plan sur O'Connell. Bim, un raccord dans l'axe inutile. Le premier film n'aurait jamais fait ça. Faut me dire pourquoi on a changé de plan, là? La caméra peut pas juste continuer à se rapprocher? Et pareil pour plein d'autres scènes. Voilà, ça, par exemple. Pourquoi foutre ce plan au milieu? C'est comme agiter des clés devant un bébé. Regardez, ça bouge. C'est du pur stimulus. C'est une illusion de dynamisme. Et dans tout le film, le montage est frénétique, sans vision, sans point de vue. Alors bon, j'imagine qu'avec le succès du premier, la suite a logiquement été poussée au cul par le studio. Et Sommers a sûrement dû se manier et moins avoir de temps pour préparer sa mise en scène. Ou peut-être qu'il avait simplement cramé tout son stock d'inspiration. Allez savoir. I've lost my mojo! Mais je vous garantis qu'à ce niveau, enchaîner les 2 films, ça fait drôle. Alors bon, soyons clairs, je dis pas qu'il faut forcément faire des trucs super élaborés, ou ne jamais couper. Loin de là. Parfois, certaines scènes demandent un montage plus haché, plus basique. Et des moments comme ça, La Momie, on a aussi pas mal, bien sûr. Mais comme Sommers coupe le moins possible de manière générale, du coup quand il coupe, ça a de l'impact. Et puis bon, certains films ne prétendent pas faire des trucs flashy avec la mise en scène, et parfois ça a complètement du sens. Prenez les films des frères Coen, ces mecs adorent utiliser des chants contre chants tout simples. Niveau langage visuel, c'est le truc basique de chez basique. Chant, contre chant, point. Mais les Coen utilisent cette simplicité à leur avantage, pour les tirer un maximum et en tirer un burlesque qui est très personnel. Oh, what's so goddamn funny? Please, let me handle this. Prenez aussi l'humour de Kaamelott, c'est pareil. Il fonctionne beaucoup mieux en plan fixe. Parce que c'est très théâtral. Parce que le plan fixe, ça souligne l'absurdité des situations. Les personnages sont paumés au milieu du cadre, ça bouge pas, ils sont prisonniers de leur gêne. Parce que c'est l'humour. Et bien sûr, il y a une différence entre faire simple et être en pilotage automatique. Putain, mais 5 plans pour montrer un saut, quoi. Ça trouve quand même le moyen d'être mou. Quand la simplicité n'est pas inspirée, bah c'est là que ça donne du vide sur du vide. Comme une sorte de fantôme de film généré par un bot. Une bonne mise en scène, pour moi, elle se contente pas de nous montrer les choses. Elle nous laisse les découvrir. Comme on l'a vu, La Momie est bourrée d'idées super inventives, visuellement. Elles font voyager notre regard un peu partout, en profondeur. Mais la vraie profondeur de ces plans, c'est pas juste une profondeur de champ ou une profondeur visuelle. C'est une profondeur de narration. Ces plans, ils jouent avec toi, ils te permettent d'explorer le récit de façon super ludique et instinctive. Ils te donnent le temps pour ça, et ils ont aussi l'élégance de ne pas tout livrer tout de suite. Tenez, là, c'est en regardant le film pour la 10e fois que j'ai remarqué ce mec en détresse totale pendant l'attaque sur le bateau. Et il est parfait. Ces plans, ils sont amples, ils laissent de l'espace aux interprètes autant qu'à nous. Et ça d'ailleurs, c'est un truc qu'on retrouve énormément dans les films des Zaz. Vous savez, le trio Zucker, Abraham, Zucker. Ceux qui ont fait notamment les Y a-t-il un pilote dans l'avion? Tout leur humour est fondé là-dessus. Contrairement à ce que beaucoup de gens ont l'air de penser, c'est pas juste con. C'est parfois admirablement mis en scène. Il se passe toujours 1000 trucs dans chaque plan. Et pour orchestrer, pour chorégraphier toutes ces couches d'informations dans l'image tout en restant lisible, bah ça demande du talent. Le talent de faire extraordinairement simple.
Les purs, les gens. Les purs. Ah, oui. Donc le dernier nanar grand public dans tout ça, Dreamcatcher, 2003. Les sourcils de Morgan Freeman méritent un Oscar. Voilà. Bonne soirée.